voulions savoir un petit peu comment se positionner, ce qui concernait la charte de la laïcité. Et donc là, comment elle se positionnait dans les écoles, comment elle était comprise. On voit qu'ils en parlent peu. Donc il y a peut-être de quoi s'interroger. D'autre part, je voulais vous parler aussi de quand ils seront en débat, leur langue se délie, ils sont beaucoup plus spontanés. Et tous, vous l'aurez remarqué, se positionnent et positionnent la laïcité par rapport à la religion. C'est parfois peut-être étonnant dans un pays qui se sécularise de plus en plus, d'après ce que l'on entend. Donc là aussi, moi, je m'interroge, y a-t-il des distorsions entre ce qui est volontairement exposé par l'éducation nationale et ce qui est compris et fait dans les écoles? Et puis, j'avais envie de dire qu'il y a quand même de nombreuses confusions. Alors, ces confusions, d'où proviennent-elles et comment peut-on peut-être améliorer l'évolution du futur citoyen qu'ils seront? Et c'est peut-être là, justement, une autre interrogation qui me vient à l'esprit. Et là, je l'ai formulée. Y aurait-il un manque? Pardon. Alors, j'ai une interrogation qui me vient à l'esprit, mais je l'ai formulée par écrit et je vais vous la lire. Y aurait-il un manque de volonté politique pour que l'école soit bien un lieu d'apprentissage, mais aussi un lieu de formation à la citoyenneté? Et comment faire société? Je vais m'arrêter là et passer la parole à Madame Béatrice Benabès. Donc, je suis membre du collectif Vigilance Collège-Lycée. Ce collectif dont vous avez peut-être entendu parler ou pas, car nous sommes actuellement environ 120 membres, tous enseignants du second degré, s'est constitué en réalité dans l'effroi, car il s'est constitué à la suite de l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020, et beaucoup d'enseignants, dont moi-même, se sont retrouvés dans une situation d'isolement, d'effroi et d'isolement. Nous étions quelques enseignants laïcs chevronnés, mais seuls. Et souvent, la communication avec nos collègues était au mieux difficile, voire impossible. Je suis arrivée après les vacances, donc, puisque Samuel Paty a été assassiné le 16 octobre, le vendredi des vacances. Je suis retournée dans mon établissement avec la conviction qu'il allait y avoir une révolution laïque, que nous allions tous être debout comme un seul homme, ou une seule femme, pardon, voilà, pour revendiquer le droit à la liberté d'expression. Je me trompais beaucoup. Et dans les semaines qui ont suivi, nous sommes plusieurs enseignants à avoir ouï dire la création par les réseaux sociaux, qui ont du bon parfois, et souvent même, la création de ce collectif. Voilà, donc ce collectif, il est un réseau d'enseignants du second degré qui lutte contre les atteintes à la laïcité et à la liberté pédagogique. De quelle façon? Par une réflexion collective, par une présence sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, surtout Twitter, par la production de contenus liés à la laïcité, par une participation au débat national sur ces problématiques-là. Et c'est évidemment un collectif qui veille à soutenir, à accompagner et au besoin à venir en aide à tout collègue qui se trouverait en difficulté sur ces questions ou qui serait en proie à des menaces ou à des pressions. Voilà. Donc, je vais vous faire part d'un constat, en fait, je vais dresser une espèce d'état des lieux du secondaire en France.
Beaucoup de choses que je vais vous dire se recoupent avec celles qui ont été dites par la table ronde, par les membres de la table ronde précédente. Et bien évidemment, certaines pistes que nous entrevoyons sont les mêmes que celles qui ont été présentées précédemment. Et je dois dire que M. Morin est l'incarnation rêvée de ce que nous souhaiterions en tant que chef d'établissement dans le secondaire. Et on souhaite que M. Morin voilà, fasse des émules, vraiment. Voilà. Donc, à Vigilance Collège-Lycée, nous sommes tous évidemment conscients que préserver le principe de laïcité dans les établissements scolaires est devenu la condition sine qua non à la liberté du métier d'enseignant, à la liberté d'enseigner. Nous sommes conscients de l'enjeu que recouvre cette mission comme étant elle-même le mur porteur de la construction citoyenne d'un élève, de l'intérêt qu'il accordera ou non à la liberté d'expression et de l'intérêt qu'il accordera ou non à la liberté tout court. Et que par conséquent, si l'école échoue dans sa mission de fabrique du citoyen, c'est toute la République qui échoue et c'est la démocratie, notre modèle démocratique qui s'effondre. L'enjeu est donc de taille. Or, force est de constater que cette mission de réhabilitation de la laïcité, tout indispensable qu'elle fût, eh bien, nous ne parvenons pas à la réaliser sur le terrain. Alors pourquoi ? Indéniablement, la cause est un manque de volonté à plusieurs niveaux. Et pour répondre à une question qui se posait tout à l'heure, le premier de ces niveaux étant un manque cruel de volonté politique. Au gré des nominations politiques, nous avons vu ô combien la place accordée à la laïcité variait d'un ministre à l'autre, selon ses convictions personnelles. Ces vacillements, ces dissonances même, dénotent l'absence de lucidité des hautes instances du gouvernement sur la menace que leur incurie fait peser sur le modèle républicain. On a pu voir néanmoins le politique se saisir du principe de laïcité, mais autant vous dire qu'en le travestissant, et autant vous dire qu'on eût préféré qu'il évite. On a vu les deux extrêmes de l'échiquier politique se livrer à un véritable travail de sape à visée purement électoraliste, les uns instrumentalisant ce principe à des fins discriminatoires, à l'encontre de l'islam, les autres le pervertissant en le faisant passer pour un outil islamophobe, qui œuvrerait exclusivement contre les élèves de confession musulmane. Il reste bien quelques voix de ci de là dans les maigres rangs de la gauche républicaine pour clamer haut et fort et affirmer que depuis 1905 jusqu'à nos jours, la laïcité n'a cessé d'être non pas un glaive, mais un bouclier, pour prendre le titre d'un essai d'une de ses plus grandes défenseuses, Caroline Fourest, un bouclier contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations d'où qu'elles viennent. Ces voix, bien que précieuses pour la défense de notre cause, à tous, restent encore inaudibles et semblent prêcher dans le désert. Mais si les détracteurs de la laïcité étaient circonscrits au monde des politiques, notre tâche serait tellement plus aisée. Car plus grave encore, elle demeure aux yeux des usagers même de l'école, un principe non compris et éculé, et c'est finalement en son sein que l'école doit livrer la plus âpre des batailles. La bataille idéologique à mener est tout d'abord auprès de nos élèves, car ce principe est à l'opposé de ce qu'ils chérissent le plus, à savoir l'expression de leur individualité, de leur particularisme. Ceci est bien sûr une propension inhérente à l'adolescent, une inclination naturelle, mais elle est aujourd'hui confortée terriblement par les idéologies identitaires dans l'air du temps, où chacun fait de sa couleur de peau, sa croyance, son mode alimentaire, son orientation sexuelle, un étendard dont il se drape au point de ne se vivre plus qu'à travers ce particularisme qu'il revendique, qu'il affiche, à tel point qu'il finit par constituer sa seule identité. Identité, bien évidemment, que cet adolescent n'est absolument pas disposé à abandonner à la porte de l'école.
On n'a de cesse de répéter à nos élèves que ce principe républicain leur apporte un deuxième souffle, où le temps de l'école, ils laissent de côté leur particularisme hérité de la culture familiale pour endosser le costume d'élève, futur citoyen, cette espèce d'uniforme virtuel, futur citoyen prêt à recevoir des savoirs basés sur la science et ne se souciant aucunement des croyances. On a beau leur dire que ce principe les guide sur le chemin de la liberté, du libre arbitre et de l'émancipation, il faut bien reconnaître qu'ils vivent ce renoncement davantage comme une privation de liberté que comme un gage de libération et d'indépendance. On a soulevé la question des parents tout à l'heure. Les parents est aussi un point fort que je voudrais soulever. Les parents sont, de toute évidence, pour répondre à Madame et à toute l'Assemblée, des acteurs importants de l'école. Leur rôle n'a cessé d'y grandir ces dernières années, notamment grâce à l'inclusion des élèves à profil particulier, avec la prise en considération des troubles tels que TDA, dyslexie, dyscalculie, ainsi que l'instauration de plans d'accompagnement personnalisés. Si l'on doit se réjouir de l'investissement des familles dans la réussite scolaire de leurs enfants, il faut néanmoins rappeler que les équipes pédagogiques demeurent souveraines dans l'évaluation pédagogique et dans la prononciation des sanctions. Il est important de mettre un terme à l'attitude consumériste et surprotectrice de certains parents en renforçant l'autorité de l'école et en contraignant les familles à s'engager à respecter non seulement le règlement intérieur de l'établissement, mais aussi la charte de la laïcité. On a encore en mémoire le funeste Brahim Chnina, père de la jeune fille qui a menti sur le cours de Samuel Paty et dont on connaît l'issue. Je ne m'étendrai pas sur le rejet de la laïcité par les jeunes enseignants, rejet de la laïcité pourtant réintroduite au concours des enseignants, par les jeunes enseignants eux-mêmes, bien que cela soit assurément un obstacle majeur à la transmission de la pensée laïque et qui s'explique en grande partie par leur hypersensibilité au chant des sirènes d'extrême gauche, à l'identitarisme et au wokisme. Quant au padvaguisme, nous savons tous ô combien il a la dent dure, et ce, même après la forfaiture qui fut fatale à Samuel Paty, plongeant ce dernier dans une solitude extrême durant les 10 jours qui ont précédé son assassinat. Alors, si nous avons depuis maintenant au moins 4 ans pour certains, 10 ans pour d'autres, nous allons célébrer le funeste anniversaire de l'attentat terroriste de la rédaction de Charlie Hebdo. Bien davantage pour d'autres encore, si nous avons chaussé les lunettes de la clairvoyance depuis au moins cette funeste date du 16 octobre 2020 où Samuel Paty se faisait assassiner pour avoir enseigné à ses élèves la liberté d'expression, si nous avons mis sur pied tout un arsenal avec la création des équipes Valeurs de la République, la fonction de référent laïcité, la création de la charte de la laïcité, du Vadémécum et plus récemment des formations à la laïcité pour les enseignants, si ces mesures sont indispensables car elles préviennent, informent, rassurent, montent la garde, force est de constater qu'elles n'atteignent pas les élèves et qu'elles gagneraient à être associées à des actions de terrain qui sont, pour l'heure, minoritaires. Alors, quel levier peut-on activer afin que nos idéaux d'universalisme redeviennent ceux de nos élèves? Faire triompher nos idéaux relève-t-il seulement d'une volonté ou bien est-ce une utopie? Ne peut-on pas encore tenter de réconcilier notre jeunesse avec les valeurs si humanistes de notre République? Autrement dit, est-ce vraiment trop tard? Lorsqu'on voit l'état de notre école, l'appauvrissement des contenus enseignés, la généralisation des recrutements de contractuels et la sombre prévision des 4000 postes supprimés pour l'année à venir 2024-2025, on est en droit de désespérer. On est en droit de désespérer, oui, mais plus encore, on a le devoir d'avancer. Or, qui dit avancer dit désormais agir. Car si aujourd'hui nous avons le plus petit espoir
de construire un futur démocratique et républicain pour les générations futures, nous ne pouvons honnêtement plus faire l'économie d'actions concrètes. Préserver la laïcité, c'est en réalité la promouvoir. Et la promouvoir, c'est faire en sorte que les élèves la connaissent. Car à la vérité, et là est où le bât blesse, la laïcité est aujourd'hui très mal connue, mal interprétée par nos élèves, voire ignorée, et dans de trop nombreux cas, elle est au mieux une abstraction manipulée avec grande précaution et frilosité par le seul professeur d'histoire-géographie lors des cours d'éducation morale et civique, lorsqu'il y en a, ou bien lors de la minute de silence en hommage aux professeurs assassinés, lorsque l'enseignant à qui incombe cette minute de silence décide par volonté propre sur ce principe, par volonté propre de faire un point sur ce principe si méconnu et explosif. C'est ainsi que le stipulait le mail que mes collègues et moi-même avons reçu cette année pour organiser l'hommage à l'assassinat de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Vous pourrez, si vous le souhaitez, faire un point sur la laïcité. C'est assez léger, vous en conviendrez. Nous n'ignorons pas le principe de laïcité exception française et non assumé par l'institution même qui en est la clé de voûte, c'est-à-dire l'éducation nationale. Un peu comme une sorte de haine ou de honte de soi qu'aurait aujourd'hui l'école. Et c'est ainsi que ce qui aurait dû nous réveiller il y a au moins 4 ans, provoquer en nous un électrochoc, nous a, sitôt passé le sursaut émotionnel inhérent à l'horreur, replongé dans un déni encore plus profond, un sommeil lâche, ou irresponsable, ou naïf, ou les trois à la fois, quand nous aurions dû, bien au contraire, entrer dans une offensive pédagogique, intellectuelle, assumée. Alors, au sein de ce qui est la quintessence de l'école, se trouve évidemment le contenu des programmes. Ce sont eux qui sont dépositaires de la substance intellectuelle même de ce qui fonde le principe de laïcité. Toutes ces idées, ces œuvres littéraires, philosophiques, qui vont transmettre à l'école, à l'élève, le sens profond de ce principe, nous sont précieuses. Il faut les faire découvrir aux élèves et retrouver l'ambition culturelle des programmes si souvent perdue. Confronter les élèves à la satire, au risque de les déranger, redonner toute leur place à l'étude littéraire et philosophique des Lumières. Cet héritage doit être légué sur tout le territoire français, et je dis bien tout le territoire français, comme étant celui qui éclaire de tout son sens l'idée même de liberté d'expression et de liberté de conscience. Ne pas céder à la facilité qui consiste à parler aux élèves d'ici, de maintenant, de leurs loisirs, de leur musique, de leur génération, de leur... voilà. Mais transmettre l'héritage culturel, l'héritage littéraire, philosophique des Lumières, sans craindre de leur déplaire ou de les ennuyer en les éloignant un peu d'eux-mêmes. Si le but de l'école de la République est de faire des républicains et de perpétuer ce modèle, étudier les auteurs littéraires et philosophiques qui en sont le fer de lance est une nécessité absolue. Tout enseignant a non seulement le droit, mais avant tout le devoir de proposer un apprentissage de la liberté à ses élèves, loin de ses convictions religieuses, de ses appartenances culturelles, de sa catégorie sociale. Chaque enseignant a le devoir de faire pratiquer à ses élèves cette respiration laïque dont parle Catherine Kinsler, cette pause, le temps de l'école, qui fait de lui un futur citoyen et qui ouvre le champ des possibles. C'est donc dans les textes de nos auteurs que cet apprentissage de la liberté se fait le mieux. C'est par eux qu'il est le plus légitime et qu'il s'inscrit dans un legs culturel à perpétuer. Leurs œuvres fondatrices constituent les ressources de notre futur républicain. Mais la transmission de la laïcité ne se limite néanmoins pas à la littérature, la philosophie et l'histoire-géographie. Sa mise en perspective est possible dans toutes les disciplines. On a encore trop tendance à penser que la sensibilisation au principe de laïcité, le respect des valeurs de la République est l'apanage de disciplines bien précises. Or, il faut que tous les enseignants sachent
saisir toutes les opportunités où elles peuvent être illustrées dans leur pratique. Et il y en a. Si je prends mon exemple, dans ma discipline, à savoir l'espagnol, je suis enseignante en espagnol. L'histoire de l'Espagne et de l'Amérique latine est jalonnée d'épisodes où la prédominance, la suprématie de la religion a engendré des régimes totalitaires, tels que le grand tribunal de l'Inquisition, des Daesh de ce temps-là. Donc, chacun doit faire référence à ce type d'événement dans sa matière, et il y a beaucoup d'exemples. Chacun doit trouver dans sa propre discipline des thèmes propices à leur défense, de sorte que cela fasse l'objet d'un travail pédagogique transversal qui consiste à dégager, autant que faire se peut, ce fil rouge des valeurs de la République. Mais je souhaiterais désormais vous parler d'un deuxième volet, de ces actions. Car plus que de préservation, ce dont a besoin la laïcité, c'est de mise en lumière et d'incarnation. La laïcité est un joyau dont on ne doit pas rougir, mais qu'il faut au contraire faire miroiter au grand jour. Si l'on a compris que sa survie passe par une adhésion réelle à ce principe, une foi chez nos élèves, excusez-moi ce terme un peu antinomique, eh bien il faut la rendre vivante. Et pour cela, sa promotion ne peut plus se limiter à la salle de classe. Tout l'établissement scolaire doit se saisir de ce travail de réhabilitation et de réenchantement de la laïcité. Il faut allier à la pédagogie le symbole. Il faut créer une véritable culture laïque de l'école, créer un décorum de la laïcité, un cérémonial, un rituel, une atmosphère palpable au sein de l'établissement, une visibilité du principe de laïcité qui, en tant que pilier consubstantiel de la République, doit s'imposer et s'imposer même à la vue. Et ce, dès l'entrée de l'établissement, bien avant qu'il n'apparaisse dans le contenu enseignant, certes fondamental, puisque c'est encore une fois par ces contenus que nous allons réarmer idéologiquement nos élèves, mais cela ne suffit pas. La singularité culturelle laïque de l'école de la République doit bousculer nos élèves, doit heurter leur vue, eux si sensibles au visuel et à l'image. Et je voudrais là vous faire part d'une situation qui m'est apparue il y a peu, plus précisément à l'approche de l'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Une de ces matinées d'automne où le temps maussade est en harmonie avec l'état d'âme de beaucoup d'enseignants qui pensent à ses collègues disparus, dont moi-même. Au début du mois d'octobre, donc, alors que je pénétrais dans mon établissement, mon œil fut attiré par une large banderole rose qui parcourait le grand hall d'entrée du lycée dans lequel j'exerce. Sur cette banderole rose étaient inscrits les mots « Octobre rose ». Nous savons que le cancer du sein tue plus de 12 000 femmes par an. Face à cette maladie qui touche nos sœurs, nos mères, nos amis, l'école a décidé de sensibiliser les jeunes élèves à l'importance du dépistage lorsqu'elles seront en âge de le faire. C'est une question de santé publique, une mission honorable que l'école a su se donner. Le cancer de l'islamisme a déjà assassiné 2 enseignants, en a agressé d'autres, porte tous les jours des coups de boutoir à l'école. On ne compte plus les atteintes à la laïcité et que dire de l'autocensure chez les professeurs en proie à la peur, et elle est bien normale. Si l'éducation nationale sait se mobiliser pour la lutte contre le cancer du sein, si elle sait prendre à bras le corps ce fléau qu'est le harcèlement scolaire, pourquoi ne se défend-elle pas ostensiblement contre les ennemis de ce qui constitue son ADN, contre ceux qui veulent sa mort? Cette exception française doit être matérialisée dans l'enceinte de l'établissement, d'abord par l'affichage d'extraits marquants, et là je reprendrai le travail de M. Morin, de phrases clés issues des 15 articles de la Charte de la laïcité exposés à l'entrée de l'établissement, ainsi que dans tous les lieux de la vie scolaire, cours de récréation, salle du réfectoire, couloir des salles de classe, porte des salles de classe, des phrases clés qui seront expliquées, analysées selon chaque niveau, bien évidemment, d'élèves, analysées en cours d'éducation morale et civique obligatoire pendant l'année. La laïcité doit être matérialisée, elle doit être aussi honorée, sublimée par la création d'espaces fortement symboliques,
telles que l'existence de salles au nom de Samuel Paty et de Dominique Bernard dans chaque établissement scolaire de France. Par l'instauration de temps forts tout au long de l'année, propres à développer une véritable culture laïque de l'école, avec ses rites qui créent un sentiment d'appartenance. Alors en matière de temps fort, une façon festive de célébrer la République serait d'en instaurer la semaine. Ce serait une façon de donner du corps à notre régime politique, souvent méconnu de nos élèves, si ce n'est à travers l'image d'une laïcité liberticide. La période commencerait le lundi qui précède le 9 décembre, journée de la laïcité, et se poursuivrait jusqu'aux vacances. Durant cette période, des débats se dérouleraient autour des valeurs de la République, où l'on analyserait les bénéfices que celle-ci apporte en termes de développement humain, en termes d'humanisme. On se fonderait principalement sur l'article 1 de la Constitution, car il est un prérequis pour comprendre la laïcité. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. On travaillerait par exemple sur ce que signifie l'indivisibilité de la société. On y apprendrait qu'aucune loi ne trie les citoyens, que chaque enfant bénéficie des mêmes droits, école gratuite, accès à la santé, que même les sans-papiers ou plus largement les migrants bénéficient de droits leur permettant de vivre en commun. Cette indivisibilité de la société est une valeur qui sous-tend une autre valeur à laquelle sont très attachés nos élèves, à savoir la fraternité. On y apprendrait que signifie la République sociale. Alors, il ne s'agit évidemment pas de chanter les louanges de la République et de verser dans une sorte d'endoctrinement, mais néanmoins de présenter aux élèves tous ces bénéfices en matière de droits sociaux qui apportent soutien, confort, ouverture à tous et dont ils n'ont pas conscience qu'ils déterminent leur qualité de vie, celle de leurs parents et de leurs camarades. Le récit de ces apports tord le cou aux préjugés sur la République, souvent galvaudés, mais dont les élèves ne sont que rarement conscients des bienfaits et dont ils pensent qu'elle n'est bonne qu'à leur servir une laïcité excluante, alors qu'elle est un régime de solidarité. L'idée étant de montrer aux élèves que la laïcité n'est pas un but en soi, mais un moyen, un outil précieux que s'est donné la France pour atteindre ses objectifs qui se résument dans le triptyque liberté, égalité, fraternité. La laïcité doit être incarnée. Pendant cette semaine de la République, des élèves iraient à la rencontre d'élus, maires, députés, conseillers territoriaux, afin que ceux-ci leur expliquent en quoi consiste leur mandat, ce qui les a poussés à servir la société. Autre temps fort, plus tard dans l'année, le 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse, où l'on célébrerait la satire française qui traverse les âges, où l'on observerait à quel point elle représente un pan de l'histoire des idées et s'inscrit dans la culture française depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Des thématiques de création satirique seraient proposées aux élèves, par exemple en début d'année scolaire, par le professeur d'art plastique, d'éducation musicale et de lettres, et feraient l'objet d'un rendu sous forme d'exposition de dessins, de peintures et de récitals de chansons et de lectures lors de cette journée. Si l'on tient compte du fait que la principale source d'information chez nos élèves à partir de 13-14 ans n'est plus l'école ni la famille, mais les réseaux sociaux, si l'on garde à l'esprit que la présence de lobbies islamistes et identitaires se tiennent en ordre de bataille sur ces mêmes réseaux et y mènent une véritable guerre idéologique, prenons pour exemple l'épisode des abayas au printemps 2023, lancé et alimenté par des vidéos TikTok de jeunes filles montrant comment camoufler le port d'une abaya dans l'enceinte d'un collège ou d'un lycée, si l'on prend conscience de la puissance de frappe qu'exercent ces réseaux, on comprend très vite qu'il est urgent de nous livrer à une véritable offensive de communication. Alors oui, développer une puissante culture républicaine dans l'enceinte de l'école, faire du bruit laïque, établir aussi une continuité éducative avec les associations culturelles, sportives, par l'intermédiaire des chefs d'établissement qui créent du lien privilégié entre école et association. Travailler de concert avec le ministère de la Citoyenneté dans le cadre du service civique, par exemple, sur la base d'ateliers où les élèves travaillent en petits groupes sur des thématiques liées à la citoyenneté, aux tensions qui traversent notre société, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, les bienfaits de l'autorité,
avec des rencontres entre jeunes et policiers, l'éducation aux médias. Ces travaux, dont la forme pédagogique reste à définir, seraient évalués et voués à sanctionner l'obtention d'un module de citoyenneté dans le cadre du service civique, qui pourrait être intégré à l'obtention du brevet des collèges. Voilà quelques pistes donc qui visent à replacer l'école au centre des priorités de la République. Ce travail peut au long cours constituer un contre-feu à l'endoctrinement qui sévit sur les réseaux sociaux. Il relève du militantisme pour la démocratie, il fait de l'école le bastion suprême de la République, il est conditionné à une véritable réinstitution de l'école dans les faits, les actes et les esprits. Il représente une véritable résistance dont l'enjeu est la survie de l'école de la République et au-delà, la question du choix de société que nous voulons pour demain. Je vous remercie. Nous allons passer aux questions de la salle. Les applaudissements témoignent de l'enthousiasme à l'écoute de votre beau programme d'éducation nationale pour l'ensemble de notre pays. Donc, juste ce mot. Si vous me permettez, je voudrais apporter une contribution. Les enseignants, dites-vous, sont seuls, sont isolés, d'autres qui doivent appliquer les lois de la République. En effet, il faut des lois, il faut une volonté politique pour l'appliquer et appliquer ces lois, et il faut des gens sur le terrain pour appliquer ces lois. Je voudrais vous dire que le tissu associatif s'est mobilisé dans ce sens. Valérie Pilser, qui est là, le sait très bien, et notamment le collectif laïque national dont Vigilance Collège Lycée fait partie. Et nous avons créé l'association de défense des laïcs, dont Valérie Pilser, au nom de la GLFF, est secrétaire générale, et j'ai l'honneur et l'avantage de la présider au nom du Grand Orient de France. VCL en fait partie également. Notre objectif est justement d'aider, nous l'avons fait financièrement avec nos faibles moyens, par des réseaux, et aussi parce que depuis 5 ans, nous avons 5 ans de vie et nous pouvons rester en justice et porter plainte, aider au travers de ces différentes actions les laïcs en difficulté. Je profite de l'Assemblée ici pour le dire à tout le monde, pour qu'on le sache et qu'on sache que nous sommes là, que l'arc laïque des associations, des 40 associations du collectif laïque national est là pour aider les laïcs. J'ai dit. Merci. Merci, monsieur. Bonjour. Merci beaucoup pour votre proposition et tous vos propos. Et j'espère que vous serez entendu par le prochain locataire du ministère de l'Éducation. La loi ne trie pas ses citoyens, les commémorations non plus. Je voulais rappeler qu'il n'y a pas 2, mais 3 professeurs qui ont été tués par l'islamisme. On oublie trop souvent Jonathan Sandler, tué devant son école, ainsi que des élèves. Merci. Vous avez absolument raison. Oui, monsieur, vous avez absolument raison. Oui, bonjour. Merci de ce témoignage. Ça nous fait du bien. Et peut-être qu'on a trouvé notre prochaine ministre de l'Éducation nationale. En tout cas, on l'espère fortement. Alors, moi, je voulais témoigner d'une chose qui m'est arrivée la semaine dernière. Il se trouve que je suis formateur de formateurs pour le plan Valeurs de la République et laïcité. Je vais rencontrer un proviseur pour intervenir dans son établissement scolaire. Voilà, avec une professeure qui me reçoit en rendez-vous. Et je m'aperçois de quoi ils me disent « Ah bah oui, on travaille beaucoup sur le devoir de mémoire, on travaille contre l'esclavagisme, on fait plein de projets avec les élèves, on les emmène à Auschwitz, super. Mais sur la laïcité, moi je suis référente devoir de mémoire, je ne suis pas référente laïcité », me dit la professeure, avec une peur panique. Et le proviseur me dit « Mais vous savez… on a eu des professeurs de mon établissement qui se sont engueulés devant les élèves sur ce qui s'est passé avec le conflit israélo-palestinien. Donc, on craint, on a peur. » Alors, je dis, on a une expertise, on anime des formations,
En plus, ce plan de formation, il est gratuit, hein, il est pour tous les bénévoles, les salariés associatifs, les services civiques, les adultes relais. On va en animer même une dans ces murs pas plus tard que la semaine prochaine. Donc ça, j'ai envie de dire, on a les moyens techniques de parler aux élèves, on a l'expertise. Et puis là, moi, non. Fin de non-recevoir, on dit on vous rappellera, alors qu'on a été invité là-dessus. Donc ça montre aussi effectivement la peur et la crainte dans les établissements scolaires qu'il peut avoir. Et je dois dire qu'il faut s'armer tous, et ce plan de formation Valeurs de la République et laïcité, qui est pour les bénévoles associatifs, les salariés associatifs, les services civiques, les adultes relais, les élus de la République, les fonctionnaires territoriaux qui donnent une habilitation de niveau 3 après 2 jours de formation, c'est important pour tout le monde. Donc n'hésitez pas aussi à vous saisir de cette formation. C'est à côté de l'éducation nationale et c'est vraiment quelque chose. Bon, j'ai quelques flyers si ça vous intéresse, mais en tout cas, c'est vraiment une solution aussi intéressante qui va dans le continuité du combat. Merci. Oui, bonsoir à tout le monde, ou plutôt bonne fin d'après-midi. Je suis content d'avoir entendu dans la dernière intervention à la tribune qu'on ait parlé de république, certes laïque, mais de république sociale. Il serait peut-être temps quand même aussi de s'interroger si les attaques contre la laïcité, dues quand même à un certain communautarisme, il ne faut pas se voiler la face sans mauvais jeu de mots, sont quand même dues au fait que la république sociale est en panne. Depuis une trentaine d'années, il n'y a jamais eu autant d'inégalités sociales, autant d'inégalités culturelles, car ce n'est pas forcément la même chose, et autant d'inégalités et d'exclusion ethnique. J'habite une ville, Montreuil, je suis enseignant, je crois aussi, comme beaucoup d'entre nous. J'ai observé depuis plusieurs années, surtout depuis que je me suis occupé de collège, parce qu'on a eu besoin de professeurs de mathématiques à un moment donné, quand je me suis occupé de collège, de l'exclusion dont faisait partie un certain nombre de populations. Je me suis trouvé il y a quelques mois à Louis-le-Grand pour une mission. J'ai observé les élèves, 90% indo-européennes. Un mois et demi après, je me suis trouvé à la mairie du 1er arrondissement. On m'avait demandé d'y aller parce qu'il y avait une porte ouverte sur les bacs professionnels. À peine 10% d'indo-européens. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Et l'éducation nationale porte une lourde responsabilité dans ces exclusions. À commencer déjà par le fait que nous avons de plus en plus des élèves, mais pas dans tous les milieux, nous avons de plus en plus d'élèves, y compris en enseignement supérieur, qui ont une non-maîtrise du savoir lire, écrire et compter de base. Lorsque vous avez des élèves qui ne sont pas capables de comprendre, je donne un exemple à des terminales, vous avez acheté 4 kilos de cerises, 24 € le prix d'un kilo de cerises, vous avez des élèves qui ne comprennent pas la question, qui vous donnent comme réponse le tiers d'une classe n'est pas capable de savoir qu'il faut diviser. J'ai comme réponse 24 € moins 4 kilos égale 20 € le kilo. Apparaître ministre de l'économie et des finances, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autre. Il serait temps donc de s'interroger sur cette question de République sociale. Et quand je parle, moi, de République sociale, mesdames, messieurs, ce n'est surtout pas l'histoire du grand soir dans lequel je ne crois pas. Je parle plutôt de l'idée traditionnelle d'une troisième voie social-démocrate participative. Chacun aura compris que c'est un clin d'œil tant à De Gaulle qu'à Pierre Mendès France. Merci. Bonjour madame, merci beaucoup pour cet exposé très brillant et qui donne un peu d'optimisme. Toutefois, vous avez commencé votre exposé en… Alors, attendez, il faut que je retrouve ce que j'ai écrit. En parlant d'effroi, d'isolement et de solitude, ce qu'on veut bien comprendre. Alors, quand vous faites tout un programme formidable et qui fait très envie sur la laïcité dans les établissements,
quid de ces chefs d'établissement, de ces proviseurs qui sont obligés de quitter leur lycée avant l'âge de la retraite parce qu'ils sont menacés? Alors, est-ce que c'est... Je n'ai pas de réponse, malheureusement. Voilà. Et quid On de... peut- ce que je disais, c'est que on doit être optimiste, mais on est aussi en droit d'être très pessimiste. Voilà. Et deuxième question, quid de ces professeurs dont vous avez parlé, qui sont biberonnés au wokisme et à l'extrême gauchisme et au pas de vaguisme? Comment concilier cela avec votre projet très brillant et pas optimisme, mais qui nous rend optimistes sur l'état il de la faut France? croire Est-ce que vous, en fait, ma question c'est, est-ce que vous y croyez encore? Je crois dans l'action. Je crois qu'on a tout lieu de désespérer, mais je crois qu'il faut quand même agir. Parce que on a eu des exemples de retournement dans l'histoire qui nous prouvent que tout peut changer. Dans l'action et dans le résultat de l'action. Absolument. Alors, pour revenir sur ce que vous disiez, on a des formations à la laïcité actuellement qui œuvrent sur le terrain et pour lesquelles on a beaucoup d'espoir. Voilà. Puisque effectivement, l'Institut Montaigne rendait un sondage il y a 2 ans, je crois, un peu plus de 2 ans, selon lequel 38% des enseignants en dessous de 35 ans étaient opposés à la loi de 2004. Voilà. Mais je crois que pour pouvoir mener des actions et pour pouvoir avancer, il faut aussi être très conscient de la réalité, aussi sombre soit-elle. Je vous en prie. Je voudrais revenir sur la peur dont parle monsieur. Oui, mais la peur est tellement légitime. Évidemment, il y a la peur des enseignants, il y a donc l'autocensure, et puis il y a aussi le fait que les enseignants ne se sentent pas du tout appuyés, soutenus par leur hiérarchie d'abord et par la société. Donc c'est en ça que je parlais d'isolement. Merci 3 fois de nous avoir rendu un petit peu d'enthousiasme. Nous avions l'impression de l'avoir perdu. Cette soirée va compter beaucoup pour moi. Mais voyez-vous, il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est quand il faut réaliser, Mais quand tout il est faut inquiétant, faire en fait. quelque chose. Parce que je pense que dans mon propre atelier, nous avons un frère qui est enseignant, qui nous a dit qu'il avait des problèmes, des soucis graves dans son école, dans son collège, et nous n'avons pas pu lui répondre. Nous n'avons pas de solution. Alors nous nous demandons exactement, j'aurais souhaité que vous soyez ministre de l'Éducation nationale. On aurait au moins quelqu'un à qui s'adresser. Mais là, on est dans une sorte de vide. Hein. Je ne suis plus dans l'enseignement, donc je ne sais plus trop ce qui s'y passe, sauf des informations que nous recevons. Mais voilà, que faire? C'est ce que disait Lénine. Que faire? Eh bien, que faire pour la République? Merci. Alors, si je peux me permettre, dites donc à votre ami de rejoindre le réseau Vigilance Collège-Lycée. « 120 membres, c'est très peu. Hein. Merci, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, ma question, c'est bien là comme ça? Voilà. Ma question, elle vaut pour nos 3 témoins parce qu'elle touche à la formation. Vous l'avez évoqué les uns et les autres. Et dans un premier temps, je lis mon petit papier parce que j'ai essayé d'organiser ma question. Je voulais vous remercier pour vos témoignages qui sont très réalistes et en même temps pleins d'enthousiasme pour l'avenir parce que vous avez mis au centre l'élève et la laïcité, les élèves et la laïcité et les élèves. Et sur le terrain, c'est bien ce qui se passe. Vous avez parlé de 12 heures passées dans un espace scolaire, d'équipes stables. On peut en penser différemment. Parfois, les équipes stables ne sont pas suffisamment formées
et auraient besoin d'avoir une formation plus complète sur la laïcité pour pouvoir transmettre. Vous avez parlé de la charte de la laïcité qui n'était pas comprise et peut-être pas assez travaillée, quels que soient les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux. Puisque vous avez soulevé très justement, Monsieur Morin, le fait que dans les territoires ruraux, parfois, il y avait beaucoup de comment dirais-je, de dérives sur cette laïcité. Vous avez dit faire des émules et faire une offensive républicaine. Du coup, ma question arrive. Comment voyez-vous cette dimension de la formation des équipes premier et second degré ensemble, ATSEM, conseillers principaux d'éducation, assistants d'éducation, éducateurs sportifs, éducateurs spécialisés, et de la transmission de la laïcité aux jeunes qui sont enseignés à l'école de la République, de la maternelle au post-bac? Merci. Alors, sur la façon dont il faut mener ces formations, je ne me prononcerai pas. En revanche, ce que je crois fermement, c'est que cette formation doit concerner tous les acteurs de l'éducation nationale. Voilà. Je dirais de tous les acteurs, des agents de service aux recteurs. Voilà. Ça doit être quelque chose de transversal et je crois que ça doit même relever d'une politique publique et d'une cause nationale. Voilà ce que je dirais. Il y a une autre piste qui peut être. Il y a une autre piste. Si la relève est arrivée. Je vais juste apporter un éclairage qui me semble certainement important et un travail qu'il faudrait mener pour les prochaines années, parce que j'ai aussi la chance de pouvoir former des directrices et des directeurs sur le département de la Lozère. Et force est de constater qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas forcément bien. Autre chose qui ne fonctionne pas bien, hein, en tout cas, ça, c'est une évidence, c'est la liaison école-collège. On a voulu mettre en place une liaison qui était censée accompagner le parcours scolaire de manière cohérente de la maternelle jusqu'au lycée. Et aujourd'hui, force est de constater que nous ne sommes pas saisis de ce lien qui existe entre le premier et second degré. Le second degré nous dit on n'a pas forcément le temps nécessaire, on est pris par nos programmes, toujours les programmes, rien que les programmes, et donc on a souvent cette incapacité à se détacher de cela. Tout à l'heure, vous parliez de transversalité. Ça me plaît bien parce que ce n'est pas parce qu'on va aborder des compétences transversales qu'on ne travaille pas les fondamentaux. On peut très bien le faire, sauf qu'on se met un peu aussi parfois en difficulté parce que ce n'est pas toujours évident de travailler sur la transversalité. En tout cas, force est de constater que effectivement, le lien école-collège est vraiment quelque chose qu'il faudra développer à l'avenir, parce qu'on lâche des élèves qu'on a du matin jusqu'au soir où on les accompagne, et d'un coup, il y a aussi cette autonomie, hein, et qui permet parfois aussi d'en oublier l'essentiel au travers d'un parcours scolaire. Et je trouve qu'il y aurait en tout cas de quoi faire à ce niveau-là. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui fonctionne sur notre département. On est peu nombreux. Hein, le département de la Lozère, c'est 78 000 habitants. Hein, et c'est un nombre d'élèves quand même très, très, très restreint. Et donc, on pourrait déjà, dans un premier temps, essayer quelque chose à titre expérimental pour voir ce qui serait en tout cas efficient de mener en place à ce niveau-là. Et je pense que dans les autres départements, c'est pas mieux, parce que quand je discute avec des autres collègues, on me dit que c'est quasi inexistant ce lien école-collège. Donc il y aurait peut-être matière, en tout cas, à se creuser l'esprit pour essayer de favoriser ce parcours scolaire et qu'il soit le plus cohérent possible. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Benabès.